Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment devenir indépendant et se lancer dans l'entrepreneuriat. On l'a vu dans la précédente vidéo pourquoi devenir indépendant et pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment devenir indépendant et comment se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti. Le moyen le plus simple selon moi aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de devenir auto-entrepreneur. Enfin, maintenant, on appelle ça micro-entrepreneur. Ça fait mieux, c'est comme caissière, hôtesse d'accueil, bref, on s'en fout, t'as compris l'idée. Et se créer une audience qui achète ses produits. J'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Le meilleur business en ligne à lancer en 2024. Cette idée rapporte 400 milliards par an. Elle dure 23 minutes. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à la regarder. J'y présente les deux meilleures stratégies de monétisation et les deux meilleurs leviers d'acquisition. Au niveau de la monétisation, tu as la création et la vente d'infoproduits, donc de produits numériques, peu importe le format, que ce soit des fichiers audio, fichiers PDF, des e-books. Le produit numérique le plus avancé, ça reste la formation en ligne. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle l'affiliation, c'est-à-dire que tu es commissionné sur la vente d'un produit tiers. Les deux leviers d'acquisition, tu as le SEO et la création de contenu, la création d'audience via les réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc première étape, devenir auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas plus simple, tu n'as même plus besoin de remplir un formulaire CERFA, tu vas directement sur le site internet. Tape par exemple, je te fais une démo en live, devenir auto-entrepreneur sur Google, Google est ton ami, tu as ces résultats économie.gouv.fr, comment devenir micro-entrepreneur, donc voilà le nouveau nom d'auto-entrepreneur, mais c'est exactement pareil. Créer mon auto-entreprise, service public, comment devenir micro-entrepreneur, tu vois, tu cliques par exemple sur ces trois liens, tu as l'URSSAF, service public, etc. etc. Tu en as même un quatrième, bon, celui-là c'est un peu moins, etc. Bon, tu vois qu'il y a tout expliqué. Devenir auto-entrepreneur en 2023, tu vois, c'est actuel, par exemple, portail auto-entrepreneur. Moi, ce que je fais généralement, et ce que je t'invite à faire pareil, c'est que tu cliques généralement sur les 10 premiers liens de la SERP, de la page de résultats Google, la première page. Comment devenir auto-entrepreneur simplement en 2024, encore plus actuel, tu as une idée comme ça assez précise, des démarches tout simplement, factuelles, concrètes, tout simplement. Ok. Être auto-entrepreneur, ça présente de sérieux avantages, mais aussi de sérieux inconvénients. C'est comme tout, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il faut savoir, encore une fois, c'est du bon sens. Ce statut, il a été créé avant tout pour démarrer une entreprise, pour démarrer une société, pour démarrer un projet et donc pour étudier la faisabilité, la viabilité, le temps de se lancer. L'avantage, c'est que c'est un statut qui est beaucoup moins contraignant. C'est l'un, pour ne pas dire à mon avis, le statut le moins contraignant. C'est super simple au niveau à tout niveau, comptable. Tu peux bénéficier d'un régime fiscal adapté, simplifié, avantageux. Simplifié, c'est vraiment le terme. Tu as juste ta déclaration URSSAF à faire alors tous les mois ou tous les trimestres. Ça, c'est au choix. Moi, je te conseille de choisir mensuel, déclaration mensuelle, même si au début, ça peut paraître plus simple trimestriel. Je vais pas m'étendre plus sur cette partie-là sur cette vidéo parce que je sais que tu trouveras des contenus sur internet qui traitent ce sujet très bien, sûrement mieux que moi. D'ailleurs, je vais t'en passer un si tu veux. Tu tapes la micro by Flo sur Google. J'ai connu ce mec-là pendant la période Covid. Il expliquait très bien. Il était là pour les micro-entrepreneurs, tu vois. Donc maintenant, il était sur Facebook. Il est toujours, mais un peu moins, je pense. La micro by Flo, il a créé son site. Il propose donc tout un tas de ressources gratuites, mais également un service payant pour l'accompagnement, ce qui est normal. Tu vois, voilà son site pour enfin tout comprendre à la micro-entreprise. Franchement, je t'invite à consulter son site, lamicrobyflow.fr. C'est très bien expliqué, tu as des tutos très simples pour t'accompagner. Tu as également sa chaîne YouTube, la Micro by Flo, où c'est encore mieux parce que c'est visuel du coup. Donc déjà, moi je t'invite à parcourir ces deux ressources, sa chaîne YouTube et son site internet. Ce qui m'a plu chez ce mec-là, ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu également, c'est le formateur en ligne que j'ai pris pour la formation en bourse, c'est l'aspect pédagogique, d'accord. Au-delà de la compétence, tu sens qu'il sait de quoi il parle, il en a sous le pied, mais c'est vraiment l'aspect pédagogique, c'est-à-dire la capacité à vulgariser des concepts, à expliquer de manière simple, d'accord. Donc là, notamment, il y a des vidéos où il t'explique les étapes pour devenir entrepreneur, pour s'inscrire, etc. Tu vois, par exemple, comment s'inscrire sur l'espace professionnel, comment s'inscrire sur auto-entrepreneursaf.fr, le tuto, tu vois. D'ailleurs, tu vois les vidéos populaires, 227 000 vues, il y a 10 mois, c'est énorme. Tuto création micro-entreprise 2023 sur le site officiel, via guichet, je sais pas quoi, tu vois, 27 minutes. La vidéo est très bien faite. Bon, là, je sais pas, il a eu un délire en mode, il s'est mis un style marin, en mode barbu avec le polo, pourquoi pas. J'estime qu'il n'y a aucun intérêt que je te fasse une vidéo supplémentaire dessus. J'aurais pas de valeur ajoutée, j'estime, supplémentaire par rapport à ça. On voit l'isolation du son. Voilà, 27 minutes, c'est très bien expliqué. Je t'invite à la regarder tout simplement. Tu vois, il le dit via guichet unique. Maintenant, c'est le nouveau site parce que ça a évolué. L'avantage que tu as, c'est que c'est encore plus simple qu'avant. Les démarches administratives, même s'il y a encore du taf, mais on va vers une démarche de simplification. Donc ça, c'est quand même très bien. T'expliques même d'ailleurs les aspects, les avantages de domicilier ta micro-entreprise à Paris, entre autres, pour payer moins de CFE. Ça, c'est une astuce. Mais bon, je vais pas trop t'en dire plus ici pour pas te confusionner. Une option qui peut être intéressante d'ailleurs au début, il te l'expliquera, c'est d'opter pour le versement libératoire. Ça peut être intéressant au début quand tu dégages pas beaucoup de revenus. Moi, c'est ce que j'avais fait au début, tout simplement. Tu vois, tu arrives sur le site INPI. Alors, INPI, je sais pas, ça va peut-être pas te parler. C'est très connu pour le dépôt de marque, tu vois, pour déposer, pour protéger ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Par exemple, moi, mon nom de marque SEO for Maker, c'est un nom de marque que j'ai déposé, une marque verbale auprès de l'INPI. C'est un enregistrement par défaut sur 10 ans, dans différentes classes, pour protéger tout simplement ta marque, c'est-à-dire ce sur quoi tu capitalises si tu as des concurrents, on va dire, mal intentionnés. Donc
Donc tu vois ici, si tu parcours les ressources, comment devenir micro-entrepreneur sur le service économie.gouv, comment déclarer son activité de micro-entreprise. Encore une fois, je te laisse vraiment parcourir, c'est très bien expliqué, il n'y a rien de compliqué pour le coup. Autant des fois, des fois souvent d'ailleurs, c'est très compliqué, c'est très barbare, mais là pour le coup, ils ont quand même fait, je trouve, un assez bon taf. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les entreprises doivent réaliser leurs formalités via le guichet unique, tu vois. Donc c'est sur le site de l'INPI, géré par l'INPI. Voilà, il permet notamment l'enregistrement au registre national des entreprises, RNE, etc. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'INPI, je dis pas de conneries, c'est l'Institut national propriété intellectuelle, un truc comme ça, industriel. Voilà, portail et procédures, etc., etc. Voilà, ici, accès au guichet unique, tu as l'URL, accéder au guichet unique. Donc forcément, la première étape, c'est de créer un compte, t'identifier. Moi, ce que je t'invite à faire, alors moi, j'ai un compte via l'INPI, mais sinon, là, je pense, c'est s'identifier avec France Connect, c'est la manière la plus simple. Et après, voilà, tu suis la procédure, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Sur l'ursaf.fr qui t'explique également les étapes de la création d'une entreprise. Encore une fois, le plus simple, c'est tout simplement que tu suives les tutos qui sont très bien expliqués par la Micro by Flo. Ces vidéos, c'est encore plus simple, mais même sur ces articles, tu seras vraiment guidé, franchement. Tu vois, étape 1, je déclare mon activité au guichet unique. Étape 2, j'effectue mes démarches URSAF. Alors au début, c'est comme tout, quand tu connais pas, ça fait peur, ça peut faire peur, etc. C'est comme là, quand je viens de passer récemment, moi, je faisais cette vidéo à la TVA, enfin il y a quelques mois du coup, au mois d'octobre. Au début, c'est toujours un peu intimidant, c'est nouveau, tu dis merde, qu'est-ce que je fais, voilà. Et c'est comme tout, ça se fait. Étape 3, ma déclaration est envoyée, traitement de nos dossiers, j'obtiens un document, etc. Bon, ce qui est l'étape importante, alors ça forcément, information personnelle, pièce d'identité, c'est toujours pareil. Je pense que tu connais ton nom, prénom, ton adresse, il n'y a rien de compliqué. Non, par contre, ce qu'il faut faire attention, la particularité, c'est quand même, c'est l'activité, le type d'activité que tu vas déclarer. Tu vois, par exemple, moi, ça va être programmation informatique, où tu en as qui vont, certains de mes confrères, portail internet, parce qu'il y a toujours une espèce de flou juridique, mais par contre, délimiter une activité cohérente. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, si tu es thérapeute, peu importe que tu sois thérapeute, j'en sais rien, sophrologie, hypnose ou peu importe, ou Reiki, tu vas pas mettre une activité en lien avec l'informatique, par exemple, d'accord? Voilà, donc là, c'est du bon sens, mais c'est quand même important. Ça définit après tes codes APE, NAF et compagnie. Bon, ça, l'APE, le NAF, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est surtout que ça soit quand même l'activité que tu déclares en rapport cohérent, quoi. Voilà. Alors, t'inquiète pas si tu fais une activité, même s'ils sont de plus en plus à la page, si tu fais une activité, si le nom proprement parlé de ton activité, par exemple, moi, ça pourrait être SEO, ou maintenant créateur de contenu, tu vois, il y a des fortes chances que cette activité-là soit pas disponible, tu vois, sur le truc. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où ça existe, tu vois. Le SEO, ça existe depuis 98, voilà. Même à l'époque, avant Yahoo, 96, les débuts. Et tu vois, pour autant, 20 ans, il a fallu attendre 20 ans après. Tu vois, tu as le site, service public, qui est très bien fait aussi pour le coup. Ils ont des bons tutos, faut pas les blâmer pour le coup. Comment devenir micro-entrepreneur, la démarche par étape, déterminer le nom de son entreprise. Bon, ça, c'est ce que tu fais en amont, bien sûr. C'est une réflexion. Je présuppose que tu as déjà fait toute cette partie-là. Accomplir certaines formalités, voilà. Donc, c'est surtout la partie finalement immatriculation de l'entreprise. Bon, sur cette partie-là, on va pas s'étendre forcément plus parce que j'estime que c'est pas forcément le tuto le plus simple. Ça peut t'embrouiller plus qu'autre chose. On va rester simple. Tu vois que ce qui est très bien fait aussi sur le site Legal Start, devenir auto-entrepreneur en 2023. Donc pareil, tu as un tuto. Ce qui est bien, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le visuel. Je suis quelqu'un de très visuel. Tu vois l'infographie qui est bien faite, devenir auto-entrepreneur, voilà, régime simplifié de l'entreprise individuelle. Auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, donc une EI, c'est juste qui bénéficie d'un régime fiscal simplifié, tout simplement. Statut, les plafonds de chiffre d'affaires. Donc là, l'énorme avantage également pour toi, ce qui est quand même bon à savoir, c'est que les plafonds de chiffre d'affaires, que tu sois en prestat de service ou en vente de marchandises, ça a été doublé. Avant, c'était à 32 000 en prestat de service. Tout comme ça, tu vois, maintenant, on a 77 700. Donc, ça te laisse le temps de voir venir quand même avant de passer en société pour être tranquille, serein. Il y a juste que maintenant, pour appeler un plafond, c'est pas un plafond, c'est un seuil parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent dans les termes. C'est un seuil de TVA. C'est ce qu'on appelle le seuil en franchise de TVA. Un seuil de tolérance, c'est la TVA majorée. TVA majorée en prestat de service, je suis bien placé pour le savoir, je l'ai dépassé il y a quelques mois. C'est 39 100 € hors taxe, ok, par rapport à ton CA hors taxe. Et une fois que tu dépasses ce seuil, tu n'es plus en franchise de TVA, tu deviens redevable de la TVA, donc tu dois la payer. C'est la particularité en plus, tu as une déclaration de TVA à faire. Bon, tu en as beaucoup d'ailleurs qui se trompent sur les termes, par exemple, avant, tu n'es pas assujetti à la TVA. Non, si, on est tous assujettis à la TVA, c'est juste que tu bénéficies d'une franchise de TVA, c'est différent, bref. Donc, un autre article qui est récent, je fais cette vidéo, 9 novembre 2023, sur Legal Place, qui est bien fait. Bon, tu verras assez rapidement que si tu deviens auto-entrepreneur, les acteurs principaux, il n'y en a pas 150, c'est toujours les mêmes, il y a Legal Start, Legal Place, pour ce qu'on appelle des startups, des fintech qui sont lancés il y a quelques années maintenant pour simplifier les démarches administratives, pour proposer des produits bien sûr payants, pour que si tu veux être accompagné, D'ailleurs, c'est vrai que je t'en parle aussi, si tu veux pas t'emmerder, que tu as 1 million de budget, c'est pas déconnant, les prix qu'ils proposent, je crois que c'est dans les centaines, 200 balles. C'est comme tout, si tu le fais par toi-même, c'est gratuit, mais c'est un service, donc un service, ça se paye. Moi, c'est pareil, c'est comme là, à un moment donné, quand j'ai passé 6 mois en Indonésie, il y a un visa qui était payant, qui est pas donné, j'avais payé 1300 balles, comme ça, avec ma compagne, à deux. Et pour pas emmerder, la plupart, l'immense majorité, plutôt que d'aller pointer à l'immigration, revenir, tout ça, t'as pas que ça à foutre, on
on était passé par une agence qui avait fait les démarches à notre place et on avait payé. Alors bon, ça avait un coût, hein, elle avait pris sa marge, mais au moins tu t'emmerdes pas. Ben là c'est pareil, tu te dis oula, je vais pas emmerder, t'as autre chose à foutre. Tu passes par eux, le Place, Legal Start et compagnie, c'est carré, c'est fait, merci, au revoir. Voilà. Bon, moi je l'avais fait à l'époque tout seul parce que voilà, je suis autodidacte, j'aime bien me démerder tout seul, mais tu vois, franchement, ça sera à refaire. Tu vois, par exemple, là à un moment donné, quand je vais passer en société, je suis pas sûr que j'ai envie de m'emmerder avec ça, tu vois, je suis prêt à payer si j'ai une vision différente maintenant, voilà. Ça peut, domicile à la micro-entreprise, ton siège social, donc par défaut, généralement, à moins que tu aies un cabinet comme ma compagne quand elle exerçait en hypnose, bon ben là, généralement, le siège social, tu peux mettre le siège du cabinet, ou alors par défaut, la majorité des cas, c'est t'exerces à domicile chez toi, et dans ce cas-là, tu vas mettre ton adresse personnel. Okay, il y a une subtilité d'ailleurs pour ça, je t'en dis pas plus, mais sur la domiciliation d'entreprise, tu peux justement, parce que tu vas payer ce qu'on appelle la CFE, une espèce de taxe foncière pour les entreprises, cotisation foncière des entreprises, justement, comme son l'indique. Et cette CFE dépend de deux choses, la nature, le montant de tes revenus, et également et surtout la situation géographique. En tout cas, ça peut changer, je crois que ça peut changer, mais pour l'instant, c'est principalement ça. Tu as une autre ressource, espaceauto-entrepreneur.com. Là, tu vois, une micro-entreprise en 3 étapes, inscription à formulaire, traitement sous 24 heures, tatata. Bon, en gros, ce qui est intéressant, c'est que tu as des organismes comme que ce soit Legal Place, Portail Auto-entrepreneur, Legal Start, Tartampion et comme là, Espace Auto-entrepreneur. Moyennant tarification et paiement de la prestation de service, ils prennent tout en charge et là, tu vois, pour juste 69 balles, ils font tout à ta place. Sans transition, deuxième étape, on va voir se lancer sur YouTube. Voilà. Alors YouTube, pourquoi? Parce que c'est à mon sens la meilleure plateforme pour attirer des prospects qualifiés. Tu vois, là, tu as ma chaîne YouTube, tu vois ma gueule en profil, il y a la bannière. Alors j'ai également un compte Insta, TikTok et compagnie. Chaque plateforme est différente. TikTok, ça marche beaucoup si tu veux générer masse de trafic, de la vue. C'est quand même plus délicat de monétiser le trafic parce que bon, encore une fois, ça dépend des objectifs, mais je pense si tu m'écoutes, si tu me suis sur cette chaîne et si tu suis cette vidéo a fortiori, c'est pour gagner de la thune tout simplement. Et donc, si tu souhaites te lancer en tant qu'entrepreneur et notamment peut-être dans la création de contenu, c'est de monétiser le trafic. Voilà, parce que générer du trafic c'est bien, mais le monétiser c'est encore mieux. Donc TikTok, si tu veux monétiser ton trafic, comme la plupart des réseaux finalement, hein, t'as quoi? T'as en option, c'est toujours les mêmes, que tu sois influenceur de telenovela ou alors influenceur ou créateur de contenu. Influenceur, c'est la première gamme. Tu retrouveras par exemple des Thibaut InShape, des Norman, des Cyprien. Alors généralement, le mode de rémunération favori, c'est soit placement de produits ou alors si par exemple sur TikTok, ça va être d'être rémunéré sur la publicité et donc c'est corrélé au nombre de vues, d'accord? Au fameux RPM. Le problème de cette rémunération-là, c'est que déjà, tu as une très forte dépendance à la plateforme parce qu'il faut bien retenir que l'audience ne t'appartient pas, contrairement à ce que tu peux penser. La plateforme, du jour au lendemain, t'es qu'un numéro. Si elle veut te jarter, tu jartes. Et donc, tous les efforts que tu auras entrepris jusqu'à maintenant, tu ne pourras pas capitaliser, ce qui est un petit peu couillon finalement. Parce que le but d'une entreprise, c'est de pouvoir capitaliser sur les efforts fournis. Le deuxième inconvénient par rapport à ça, si tu veux par exemple gagner de l'argent sur TikTok, il va falloir générer beaucoup de vues. Si tu veux te baser sur ce qu'on appelle la TikTok monnaie, générer des millions de vues notamment. L'inconvénient majeur, selon moi, au-delà de la forte dépendance à la plateforme, pour gagner de l'argent et pour générer des millions de vues, comment générer des millions de vues? La plupart du temps, soit il faut faire le débile, soit il faut faire des contenus divertissants. C'est pour ça que tu pourras retrouver généralement des nanas avec des gros nichons ou les mecs qui font youpi youpia n'importe comment. Donc c'est plutôt du contenu un petit peu abrutissant. Ça met pas forcément en valeur l'influenceur. Il y a des moyens, je trouve, plus intelligents de pas dégrader ton image et d'apporter de la valeur ajoutée. Après, tu peux également avoir du placement de produits, ce qui est également le mode de rémunération phare des influenceurs sur Insta et compagnie. Tu sais, les fameux influenceurs là où tu les vois promouvoir la chaussure sneakers au drap de bain sur une villa, voilà. Alors bon, l'éthique après c'est une question, c'est encore autre chose, mais le problème de cette mode de rémunération également, placement de produits, donc c'est que déjà il va falloir négocier avec des marques. Les marques, elles vont pas venir vers toi si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, de viewers, ce que tu veux, ok, peu importe le nom qu'on va lui donner en fonction des plateformes, le principe est le même. Si tu veux gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec les placements de produits, il va falloir négocier des partenariats avec les marques. C'est pour ça que généralement il y a la fameuse agence Shona Evans qui était surtout connue pour gérer une catégorie bien précise d'influenceurs, c'est-à-dire notamment les influenceurs télé-réalité. Après, tu vas avoir d'autres gammes d'influenceurs, plutôt des youtubeurs comme du Thibaut InShape, du Norman, du Cyprien, où là c'est plutôt des networks, ce qu'on appelle. Et donc on va pouvoir négocier des partenariats. Mais le principe est le même, il va falloir générer masse de trafic, masse de vues pour avoir des partenariats intéressants. Sinon, si tu n'as pas beaucoup de followers, de vues, et quand je dis pas beaucoup, tout est relatif, par exemple 10 000, 20 000, 30 000 followers, c'est rien par rapport à 3 millions. Après, ce qu'on a commencé à zapper, c'est que sur les réseaux, il faut toujours essayer de se représenter la réalité. C'est-à-dire que 30 000 followers sur
sur Insta, ça peut paraître relativement peu. Imagine-toi dans ton salon, faire une réunion avec 30 000 personnes ou recevoir tes amis, 30 000 personnes autour de ta maison. Tu te rendras compte que 30 000 personnes, finalement, ça fait quand même un sacré nombre de personnes et ça fait du monde, d'accord? Donc, c'est pas dégueu, mais forcément, le partenariat avec tes marques va dépendre de ta capacité à générer de l'audience, du trafic et notamment le nombre d'abonnés. Parce que quoi qu'on en dise, ça reste une mesure qui est prise en compte pour les partenariats notamment. Enfin, en gros, le montant de ta rémunération sera directement proportionnel à ton audience par rapport à la marque. Ça sera plus délicat de négocier et donc tu pourras gagner, alors pas des miettes de pain, faut pas déconner, mais en tout cas ta rémunération sera moins importante. L'autre inconvénient de ça, c'est comme le principe de l'affiliation, c'est qu'il y a une dépendance au tiers. C'est-à-dire que la marque, du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, ta gueule lui revient pas, j'en sais rien, moi, t'as quelqu'un qui veut te dénigrer ou peu importe, la marque, elle va pas chercher à savoir, elle va dire ok, merci, au revoir, on prend pas le risque de s'associer à votre image. Pouf, t'as plus de revenus. Donc ça pose un sérieux problème de stabilité et de viabilité de ton business dans le temps. Il est évident que quand tu es étudiant ou que tu as 30 ou 40 balais, que tu as des bouches à nourrir, tu n'auras pas les mêmes besoins. Quand tu es étudiant, si tu fais 500 balles, tu fais ce qu'on appelle un braco ou un hold-up, tu gagnes 5, 10, 15 000, tu es content. Si demain ça rentre plus, tu auras quand même gagné de l'argent. À un instant T, tu seras content. Quand tu as 30, 40, 50 balais ou même 20, 25 et que tu veux construire, tu as tout simplement d'autres objectifs, tu vas chercher surtout la stabilité au-delà de faire un coup. C'est pour ça qu'on en arrive à l'autre approche qui est beaucoup plus viable, pérenne dans le temps, c'est ce qu'on appelle les créateurs de contenu, ou autrement dit, formateurs également en ligne. Comme son l'indique, on va créer du contenu, ce que je fais en ce moment même en me shootant avec mon téléphone Pixel 7 Pro. Du coup, je crée du contenu, pourquoi? Pour apporter de la valeur à mon audience, aux personnes comme toi qui sont en train de regarder cette vidéo. Je crée du contenu gratuit, d'accord? Je te délivre des informations, des conseils gratuitement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il y en a plusieurs. Déjà, il y a un sentiment de contribution. Plutôt que de me pavaner en faisant l'andouille, au moins je te donne des conseils, je te forme. Donc c'est quand même toujours plus gratifiant. Tu as un impact direct pour pouvoir changer des vies d'autres personnes. Tu vas pouvoir capitaliser sur ton nom de marque comme moi, SEO for Maker, ou ton nom propre, peu importe. Cette audience, elle va se connecter à toi, elle va t'associer à tes compétences, à une vision. Tu vas pouvoir créer un lien de confiance. Et l'avantage de ça, c'est que l'audience, elle va te suivre une fois que tu auras créé ce lien de confiance, même si à l'origine, tu t'es fait connaître pour vendre, admettons, un programme de musculation dans la thématique fitness, 10 ans ou 3 ans, peu importe, ou 5 ans après, tu décides de te reconvertir et devenir garagiste, donc ce qui n'a absolument rien à voir, on est bien d'accord. Mais il y aura quand même une partie de l'audience qui va te suivre. Pourquoi? Parce que l'audience, après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans un premier temps, elle te suit pour tes compétences, pour ce que tu es capable d'apporter dans ton domaine, comme là la musculation dans cet exemple. Mais une fois qu'il y aura ce lien de confiance, qu'elle aura suffisamment consommé de ton contenu et commandé tes produits, qu'elle aura vu qui tu es, de quoi tu es capable, dans un deuxième temps, dans un second temps, c'est la psychologie humaine, elle va adhérer avant tout à toi, ce que tu es, tes valeurs, ce que tu incarnes, tes croyances, pourquoi, ta vision du monde. Et donc, elle n'achètera pas forcément ce que tu proposes, ce que tu fais, mais plutôt ta vision, comment tu le fais. Donc après, finalement, que tu vendes des barres, sneakers, comment réparer sa voiture ou comment soulever des haltères, il y aura toujours une partie de l'audience qui sera prête à te suivre. Pourquoi? Parce que elle te suivra pour toi, ta personne, ce que tu incarnes. Et donc, tu auras une transition parfaite entre passer de la niche associée à ton domaine, ta thématique, à la niche, c'est toi, ta personne. Tu as d'excellents exemples d'évolution, comme notamment Thibaut InShape, les deux exemples auxquels je pense, c'est Squeezie. Thibaut InShape, l'influenceur numéro 1, le premier, je pense, influenceur numéro 1 populaire, en tout cas dans la niche fitness, musculation. Et forcément, au début, il était ce qu'on appelle dans des verticales nichées, musculation. Il s'est fait connaître là-dessus, il a été associé là-dessus. Une fois qu'il a atteint un stade critique d'audience et toujours la même musique, au bout d'un moment, il tournait en rond parce que tu t'apercevras souvent que ceux qui démarrent dans la musculation, au bout de quelques années, ils commencent à tourner en rond parce qu'à force de te former à prendre des biscottos et compagnie, à suivre un régime et compagnie, à un moment donné, il n'y a pas non plus 150 choses à dire. Ils prendront moins leur pied là-dessus et ils pourront s'orienter notamment plus sur du marketing ou autre chose. D'ailleurs, tu regardes Thibaut InShape, son évolution est très intéressante. Il a pu faire une transition parfaite. Tu t'apercevras que ses contenus à l'heure actuelle, certes, il continue à parler de musculation. Il est associé à ça, mais c'est surtout qu'il a des intérêts économiques et financiers parce qu'il a eu l'intelligence, plutôt que de faire des placements de produits, de créer sa marque. Alors, je sais plus sa marque, mais je sais qu'il vend ses protes, là, ses protéines, là, la Shea, je sais pas quoi, là, la Whey, là, protéines, plus des produits dérivés. Enfin bref, il vend ses propres produits. Donc forcément, la marge est beaucoup meilleure. Tu as un contrôle total en vendant tes produits. C'est le principe du business. Il est plus intéressant de vendre tes produits. Tu n'as que des avantages. Déjà, tu ne dépends pas à un tiers. Par exemple, comme l'affiliation, comme moi à l'époque, quand je faisais de l'affiliation avec des sites de rencontres, et que là où tu te gaves le plus, c'est forcément quand c'est l'hiver, aux périodes de Noël, comme c'est le cas au moment où je fais cette vidéo, ou février, la Saint-Valentin, forcément, parce que les gens, ils ont envie de faire des rencontres, les mecs, ils ont envie d'avoir des plans cul, etc., etc. Et donc, forcément, c'est là où tu as les hormones qui jouent les relations, et c'est là où tu vas te faire des couilles en or, d'accord? Mais comme par hasard, tu t'apercevras, pour l'avoir expérimenté, que ces fameux annonceurs et ces fameux dans les sites de rencontres, il y aura forcément
forcément un P foireux, un problème de tracking divinatoire ou ce genre de choses. Et toi, au final, tu te retrouveras comme un con baisé à pas toucher tes commissions ou toute une partie. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est bien d'en faire l'expérience. Après, ça pose des problèmes dans le temps, d'accord? Parce que déjà travailler, c'est une chose, ça demande justement du temps, une charge de travail. Donc si tu travailles, forcément, c'est moyennant rémunération, parce que forcément, ça fait pas plaisir de travailler pour une tiers ou une entreprise qui, derrière, ne va pas te rémunérer en conséquence. Comme on dit, tout travail mérite salaire. Également, la transition avec l'influenceur Squeezie, qui s'est fait connaître au départ avec l'association Gaming, c'était un gamer. Forcément, le milieu du gaming, c'est un milieu avec beaucoup de trafic, c'est de plus en plus tendance, c'est un marché exponentiel, c'est un marché ultra rentable, il y a des enjeux commerciaux de dingue. Enfin, je sais pas si tu connais l'univers du gaming, mais t'imagines même pas les revenus monstrueux que tu es capable de faire sur des streams, sur du Twitch, sur des plateformes Twitch et compagnie, c'est juste scandaleux. Mais c'est comme tout, au bout d'un moment, et ben voilà, quand t'es gamin, quand t'es minot, t'es content de jouer aux jeux vidéo, et après, plus tard, tu commences à découvrir la vie, voilà, tu vas t'intéresser, si t'es un mec, généralement aux femmes ou peu importe, etc., etc., tu vas grandir, ça s'appelle l'évolution, et dans ce cas-là, au bout d'un moment, les jeux vidéo, tu n'auras peut-être plus la flamme comme avant, d'accord? Et donc dans ce cas-là, tu auras envie d'évoluer, c'est ce qu'a fait certainement Squeezie, en tout cas c'est une des raisons, j'imagine. Et donc pareil, il a fait une transition comme Thibaut, il s'est agrandi, et là du coup, pareil, il continue à faire des vidéos sur du gaming, parce que ça reste son dada, voilà. Mais il ne fait plus que des contenus là-dessus, d'accord? Il fait des contenus, il s'est agrandi sur, tu vois, maintenant il organise des championnats de, pas Formule 1, mais les Formule 3 ou je sais pas quoi, enfin bref, des trucs sympathiques à ce niveau-là. Il fait des sketchs, des trucs comme ça, enfin tu vois, bon, moi je suis pas trop Squeezie à la base, mais de temps en temps, comme ça, je tombe sur ces vidéos par curiosité pour essayer de voir, plus pour de la veille qu'autre chose. Donc c'était pour donner des exemples concrets de l'évolution sur la thématique de la niche, d'accord? Alors pourquoi YouTube et pourquoi, à mon sens, c'est la meilleure plateforme pour se lancer? En fait, c'est du bon sens finalement, hein. YouTube, ça fait partie d'une des premières plateformes vidéo. YouTube, ça appartient à Google. Google, c'est un moteur de recherche, ça a forte particularité et c'est pour ça notamment que j'ai passé tant d'années dans le SEO. C'est un moteur de recherche qui donc va t'apporter du trafic organique. Alors bien sûr, tu as les annonceurs, tu peux payer, tu peux faire ce qu'on appelle du Google Ads, de l'AdWords, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'organique. C'est-à-dire que la particularité ici, c'est que quand une personne effectue une requête, comme là sur Google, ce qu'on va voir, créer chaîne YouTube sur Google, on a 92 millions de résultats et on a un listing de résultats. Donc là, un top 10 par défaut, ça dépend suivant les pages de résultats, des vidéos, etc. Bref, toi en tant qu'utilisateur, tu tapes une requête, tu exprimes un besoin et tu as une liste de supports, de sites internet, de vidéos qui va justement répondre à ton besoin. Donc là, l'énorme avantage, c'est ce qu'on appelle du trafic à haut potentiel de conversion qui est targeté à mort. C'est pour ça que c'est beaucoup plus, c'est du trafic hyper qualifié parce qu'il est évident que si tu tapes créer une chaîne YouTube par exemple, tu cherches forcément, c'est du bon sens, du contenu en rapport avec la création de chaîne YouTube. Et donc si tu tombes sur un support, un site internet, une vidéo, peu importe, qui traite de ça, qui apporte une solution à ton problème de base, à savoir la création de chaîne YouTube et que, admettons, tu as envie d'être cadré, accompagné, t'as pas envie trop de perdre de temps et que cette même personne derrière, elle t'a créé par exemple une vidéo. Ici, tu vois, là, on va prendre l'exemple du créateur de contenu. Donc là, on a 3 vidéos qui apparaissent, d'accord? Et que là, tu vas bien aimer la personne parce que qu'est-ce qu'il va faire? Que tu vas connecter, c'est encore une fois, c'est toujours les mêmes choses. C'est deux choses, la compétence, parce que c'est sûr que si la personne, ce qu'elle raconte, tu vois que c'est un charlot, forcément, tu vas pas adhérer. Il va avoir un problème d'autorité. Mais si la personne est un minimum compétente et que la personne, tu as ce qu'on appelle un feeling avec, parce que ça reste subjectif. Il y a des personnes sur lesquelles ça va coller, d'autres moins. Tu vas être susceptible de consommer davantage son contenu, peut-être 2-3 vidéos supplémentaires, tu vas dire putain j'aime bien lui, c'est pas mal ce qu'il fait là. Tu vas t'abonner sûrement, d'accord, et après justement tu vas pouvoir connecter progressivement avec cette personne là et sûrement que tu t'apercevras que cette personne là te propose peut-être une formation en ligne de, j'en sais rien, 99 €, pourquoi pas une mini formation, et que du coup tu te dis bon allez pourquoi pas 99 €, cette personne là ce qu'elle a montré au travers de son contenu vidéo, que ce qu'elle fait, c'est elle a l'air de savoir de quoi elle parle, ça m'a l'air plutôt bien expliqué de manière pédagogique, et dans ce cas là je serais tenté d'acheter ce produit-là. Et c'est là toute la force en fait, c'est pour ça ce que j'explique dans une des vidéos, c'est au jour d'aujourd'hui, moi j'associe les deux, SEO et YouTube, et c'est ce que je recommande idéalement de faire, parce que les deux ont la particularité d'attirer du trafic organique sur lequel il y a un moteur de recherche, et donc en ciblant un trafic ultra qualifié. Et là l'avantage, la magie, c'est que tu joues sur les deux. À la fois, si tu es positionné ici avec ta vidéo, tu es positionné à la fois sur Google, donc avec du SEO, ou ce qu'on appellerait, pour jouer sur les mots, du VSEO, mais peu importe le terme, on s'en fout. Ici, créer chaîne YouTube, tu apparais avec ta vidéo, donc sur Google, tu es référencé, et en la fois, tu apparais également sur YouTube parce que tu as créé la vidéo, et donc il y a de fortes chances que tu puisses apparaître également sur ce genre de requête, d'accord? Et dans ce cas-là, tu joues sur les deux trafics ultra qualifiés. Et si on regarde, par exemple, tu peux t'amuser à taper créer chaîne YouTube, donc sur YouTube, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a cette vidéo de devenir youtubeur, Nicolas Rica et infopreneur télé. Qu'est-ce qu'on retrouve? Comme par hasard, on retrouve celle-là de justement Nicolas Rica qui apparaît dans Google, et celle-là de devenir youtubeur. Le mec, il a créé la vidéo il y a un an, il a 448 000 vues, d'accord? Lui, beaucoup
ou moins 25 000 vues. Est-ce qu'on retrouve la vidéo de l'autre? On ne dirait pas. En même temps, Samignac donne moins envie de cliquer. Ah, peut-être que c'est lui. Non, même pas. Même pas parce que Samignac, effectivement, est moins tape à l'œil. Laminia, on en parlera plus tard, mais c'est un élément quand même important. Pas tant au niveau du visuel, mais plus au niveau de la psychologie du clic. Et bah, tu vois, il est tout en bas, ça m'étonne pas. Tu vois, il a que 9000 vues par rapport aux autres, tu vois. Mais en même temps, Samignac est beaucoup moins visuel pour le coup. Il y a beaucoup moins de contraste, c'est beaucoup moins de tape à l'œil, tu vois, que les autres. D'accord. Mais toujours est-il que là, tu vois YouTube, la particularité, vu que c'est YouTube, c'est une plateforme vidéo qui appartient à Google, tu retrouves ce même principe où tu as un moteur de recherche avec une barre de recherche et donc tu peux taper des recherches organiques. Hormis le fait qu'avant il y avait Vimeo, Dailymotion, ce genre de choses, mais il n'y a pas eu le succès escompté. Alors par contre, tu as des plateformes comme TikTok ou Insta, c'est différent. TikTok, c'est basé sur une technologie de feed, de flux. Donc en gros, tu vas zapper comme ça, tu vas scroller, ce qui fait que sur TikTok, tu viens avant tout pour te divertir. Tu viens avant tout pour te divertir, voire des fois t'abrutir certains neurones, d'accord? Tu sais pas quoi faire, tu vas fumer une clope ou peu importe, paf, tu vas scroller. Sauf que la personne qui va faire sa vidéo ou son short ou son TikTok de quelques secondes, voire une minute, il y a de fortes chances pour que tu t'en rappelles pas, d'accord? Et si tu veux la rechercher, alors tu peux quand même rechercher sur TikTok, mais c'est quand même plus délicat. Insta, ça a été introduit depuis, je sais plus, 1 an et demi ou un truc comme ça avec les Reels, donc les réels Insta, c'est le même principe de vidéo organique. La différence, ça se fait quand même maintenant de plus en plus sur TikTok, mais effectivement, tu peux également rechercher, c'est-à-dire que ces vidéos réelles vont se référencer et donc tu pourras capitaliser dessus. C'est ça la principale différence. Parce que le problème d'un flux temporaire, comme TikTok par exemple, c'est que le contenu que tu vas créer, à moins que tu ailles sur la chaîne du créateur, une fois que tu l'as consommé, ça fait un peu comme les stories Insta. Tu peux difficilement capitaliser dessus, d'accord? Ça, c'est dommage. Alors que par exemple, YouTube, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle une bibliothèque. Ça s'apparente à une bibliothèque comme un site internet. Tu vas faire ta vidéo. La vidéo que tu tournes aujourd'hui, comme là, celle que je tourne aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle peut avoir encore plus de vues, tu vois. Alors que la vidéo, je l'aurais tournée une fois. Voilà. Alors que par exemple, si je fais un short, une vidéo pour TikTok ou alors un réel pour Insta, il y a beaucoup moins de chances que 2 ans, 3 ans après, j'ai le moins la même évolution. Donc comment se lancer sur YouTube? Tu tapes, comme je t'ai dit, créer chaîne YouTube sur Google. Google est ton ami, tu tapes la requête et tu vois, tu as accès à différentes informations. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que, encore une fois, je veux t'introduire ce mindset, c'est important. Quand tu es entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire entreprendre. Et entreprendre, ça passe justement par chercher par soi-même, cultiver cette envie de fouiner, de ne pas avoir ce travail mâché, d'avoir cette culture de l'effort. Et c'est un réel problème au jour d'aujourd'hui dans la société actuelle. Il y a un réel problème avec la culture de l'effort. Les gens veulent avoir la baguette magique, le résultat, sans bouger le doigt, en étant assis le cul sur le canapé, en matant Netflix avec des popcorn. Sauf que ça marche pas comme ça dans l'entreprise. Si tu veux entreprendre, il faut que tu aies une culture de l'effort. Si tu es sportif, tu comprends ce que je veux dire, parce que forcément, les sportifs, comme les militaires, c'est beaucoup plus facile. Les militaires, ils ont associé la discipline, ils savent qu'il faut être discipliné, donc forcément pour eux, ça sera plus facile. De même que les sportifs ont introduit cette notion de discipline, de dépassement de soi, ils savent qu'il faut cultiver de l'effort pour atteindre un résultat. Il faut accepter d'en chier au début, d'accord, pendant un certain temps, parce que c'est un chemin, et de plus focaliser sur le chemin que sur le résultat et la destination. Donc comment tu fais? Tu fais comme tout le monde, tu fais tes recherches et tu tapes créer chaîne YouTube, comme je l'ai fait moi-même à mes débuts. Tu vois qu'il y a 92 millions de résultats. Ici, tu as créé une chaîne YouTube sur Google. Moi, ce que je t'invite à faire généralement, c'est de cliquer sur les premiers résultats de la page. Là, tu vois, tu vas sur Google, créer une chaîne YouTube et tu suis les étapes. Connectez-vous à YouTube depuis un ordinateur ou via le site mobile. Cliquez sur photo de profil, créer une chaîne. Donc là, par exemple, je pourrais faire se connecter. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte YouTube. Si tu as déjà un compte YouTube, il suffit de renseigner ton adresse mail, de suivre les étapes. Et si tu sais pas comment faire, tu peux également taper créer chaîne YouTube sur YouTube, justement. Et là, tu verras ces tutos. Tu vois, le tuto de devenir YouTubeur, il y a 448 000 vues. Donc ça pourra t'intéresser. Ou d'autres tutos également. Tu verras, il n'y a rien de compliqué là-dedans pour créer une chaîne YouTube. Une fois que tu auras créé ta chaîne YouTube, tu vas mettre ta photo de profil, tu vas te créer une bannière. Bref, tu vas faire tout le packaging. Ce que tu vas faire, c'est partager ta vision du monde. Partager ta vision du monde, comment? En publiant des vidéos régulièrement. Alors encore une fois, ça dépend de la plateforme. Si par exemple tu choisis la plateforme Insta, c'est une plateforme très complète. Tu peux publier donc voilà des réels, tu peux publier des posts, des carousels, etc. Mais on va partir du principe que tu publies des vidéos donc sur YouTube. Le but c'est de publier des vidéos régulièrement. Et régulièrement pourquoi? Pour créer justement ce fameux lien avec ton audience, pour connecter avec ton audience, pour créer un rendez-vous. C'est le même principe des séries que tu as ou alors par exemple des émissions de télé. Par exemple TPMP, ça passe X fois par semaine, du lundi au vendredi à je sais plus quelle heure, 19
19h ou quoi. L'avantage de ça, c'est que tu crées un rendez-vous. La personne, à force de te suivre, si elle t'aime bien, elle dit ok, je sais que cette personne-là, eh bien, elle va créer une vidéo tous les, j'en sais rien, moi, rendez-vous tous les lundis ou 2 fois par semaine, etc., etc. À toi de définir la fréquence. Moi, ce que je t'invite à faire au début, c'est de publier tous les jours, d'accord? Alors, tu vas me dire, oulala, ça fait une charge de travail énorme. On en revient à l'esprit d'entrepreneuriat. Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as vraiment envie d'entreprendre? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire entreprendre? Si tu veux te mettre à ton compte, il va falloir avoir une approche réaliste. Il va falloir accepter le fait de devoir fournir des efforts parce que ça ne va pas tomber par l'opération du Saint-Esprit. Il faut publier et surtout au début. Il y a ce côté qui peut sembler ingrat, mais ça fait partie du jeu. C'est également une problématique majeure dans le monde actuel. Un excellent exemple, c'est les sportifs de haut niveau, des mecs comme Tiger Woods, comme Sébastien Loeb. On a tendance à voir les résultats. Alors oui, effectivement, ce qu'ils ont accompli, c'est exceptionnel. Par contre, les personnes qui disent « Ah, putain, il a de la chance, vraiment, celui-là, il a fait ça, il a la chance. » Sauf que ce qu'elles oublient de regarder, c'est le contexte. C'est qu'avant d'arriver à ce résultat, il faut se renseigner sur tous les sacrifices que ça a demandé pour obtenir ce résultat. Si je prends l'exemple de Tiger Woods, renseigne-toi sur son parcours, sur tous les sacrifices qu'il a dû faire. Il a été opéré, il a dû faire des sacrifices. À un moment donné, il y a eu plusieurs périodes où il était très mal dans sa vie. Ça n'a pas été tout beau, tout rose, parce que c'est un humain comme un autre. Mais il y a eu une discipline. Il y a énormément de discipline et d'efforts fournis. Et la vérité, c'est quoi? La réalité des choses, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de s'infliger une telle discipline. C'est ça la réalité. Alors oui, bien sûr, il y a des dispositions au départ, il y a ce qu'on appelle le talent, etc., etc. Mais t'as beau avoir le talent à la base, si derrière t'es un gros branleur et t'as envie de rien foutre, ça va pas marcher comme ça. Ce qui va faire la différence, c'est la discipline, l'effort, le travail. Donc pourquoi je te conseille de publier une vidéo tous les jours, au début pour commencer, pour récolter de la data. Il y a le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien là c'est pareil. C'est en créant qu'on devient créateur. Pourquoi je te dis ça? Si tu publies une vidéo par jour, admettons, ne serait-ce que pendant 30 jours, pendant un mois, qu'est-ce que c'est un mois dans ta vie? Si tu publies une vidéo par jour pendant 30 jours, au bout d'un mois, tu as 30 vidéos. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné quand j'ai voulu tester les shorts, quand il y avait une vague là-dessus. Je me suis amusé à me baser sur un short par jour pendant 30 jours pour avoir 30 shorts sur un mois, justement, d'accord? Pour avoir un minimum de data pour voir la viabilité de la chose. Je l'ai fait sur YouTube Short, TikTok, Insta. Pourquoi? Si tu fais un short par jour, donc à l'arrivée sur 30 jours, ça te fait 30 shorts. Maintenant, admettons, tu changes la fréquence, tu dis au lieu de faire un short par jour, j'en fais un par mois. Si tu en fais un par mois pour obtenir la même quantité de travail, donc le 30 shorts, le même résultat, il ne faudra plus 30 jours mais 30 mois, c'est-à-dire plus de 2 ans. Donc je te laisse imaginer le temps que tu auras perdu avant de récolter la data. Une fois que tu auras accompli, tu auras obtenu ces 30 shorts, déjà ça y aura plein d'avantages. Le fait de pratiquer régulièrement de manière assidue, ça te permettra de gagner en confiance, tu seras plus à l'aise avec la caméra. Il faut tout simplement, c'est ce qu'on appelle le processus, il faut faire confiance au processus et ça c'est valable dans tous les domaines de la vie, ça s'appelle l'apprentissage et l'évolution. Moi-même je l'expérimente en ce moment. Quand j'ai commencé au début, si je regarde les premières vidéos que j'ai faites, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose qui allait, la posture n'était pas bonne, l'assise n'était pas bonne, la tonalité n'était pas bonne, le positionnement n'était pas bon, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que si tu veux commencer, il faut accepter l'imperfection. C'est comme quand je suis parti, j'ai pris la décision de partir en voyage à temps plein. Il y a un moment où tu te dis, t'attends que toutes les conditions sont réunies, et il y a un autre moment où tu réalises que toutes ces fameuses conditions réunies ne seront jamais réunies. Parce que la perfection qu'on s'imagine n'existe pas, c'est juste un fantasme mental. Une fois que tu as créé ces vidéos tous les jours, tu seras plus à l'aise avec la caméra, tu auras plus de confiance, plus de congruence dans ce que tu fais, plus de profondeur, et tu auras sûrement plus d'éclairage au niveau de ton positionnement. Avec un peu de chance, tu auras même des premiers feedbacks, pourquoi pas de ton audience. Et dans ce cas-là, après, une fois que tu seras plus à l'aise, tu pourras réfléchir à étaler, à trouver ton rythme de publication. Alors après, ça c'est à toi de voir en fonction de tes objectifs. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est ça la magie de YouTube et des créateurs en général, c'est que tout est quasiment possible. Il faut juste trouver, c'est celle qui te convient. On va prendre un exemple concret, il y a des personnes qui vont publier une fois par mois seulement. Alors tu vas me dire, putain, ouais, une fois par mois c'est bien. Ouais, mais attention, celle qui publie une fois par mois, par contre, c'est un contenu de fond. Ça va soit être des analyses poussées, du documentaire ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de travail sur la recherche, sur le tournage, sur le montage. Donc c'est des vidéos entre guillemets plus lourdes à faire. Mais c'est une approche qui est viable également. Il y a une approche que j'ai choisie qui est ce qu'on pourrait appeler un rythme de croisière, un repère, une fois par semaine. J'estime que c'est le bon compromis. Parce qu'effectivement, une fois par jour, c'est vrai qu'à maintenir sur la durée, c'est quand même assez délicat. Ça fait une charge de travail. Et puis c'est toujours pareil, il faut savoir quoi dire. Parce que bon, parler pour rien dire, c'est pas forcément le plus pertinent. Par contre, une fois par semaine, c'est bien. Une fois par semaine, ça permet de créer un rendez-vous avec ton audience. On est sur un rythme hebdomadaire qui reste assez fréquent et ça permet de publier 4 fois par mois. C'est pas trop contraignant et ça reste assez agréable à produire et surtout à maintenir dans le temps. C'est un rythme que je me suis imposé depuis plus d'1 an et c'est un rythme qui me convient tout à fait. À toi de voir celui qui te convient, le format, etc. Alors, publier des vidéos régulièrement, ça va être sur des domaines qui tiennent à cœur. Donc, comme je t'ai dit dans un premier temps, je te conseille de te concentrer sur une niche, en tout cas un domaine. Alors, si tu es passionné, c'est plus facile, pas une obligation, mais en tout cas un domaine sur lequel tu as un minimum de choses à dire. Il y a une certaine congruence. Tu n'as pas besoin d'être un expert, mais en tout cas, on connaît suffisamment plus que la moyenne et surtout partager ta vérité pour l'avoir
expérimenté. À partir du moment où tu expérimentes quelque chose, tu l'incarnes. Si tu l'incarnes, tu es convaincant parce que tu es convaincu, tu es engageant parce que tu es engagé. Et ça, il n'y a pas de secret. Si tu parles de quelque chose, tu ne sais pas de quoi tu parles, entre guillemets, ça va se ressentir à la caméra. Le public n'est pas dupe. Alors, un bon point pour commencer, te dire, ouais, mais putain, de quoi je peux parler? Généralement, on regarde dans ton entourage, dans les choses de la vie courante, quelles questions on a tendance à te poser de manière régulière, répétitive. Par exemple, tu as la personne qu'on va solliciter pour des questions d'ordre financier, tu as la personne qu'on va solliciter pour des questions d'ordre sportif. Moi, un exemple qui me vient, j'ai mon meilleur ami qui est un aficionado de la musculation, de la pratique sportive. Je sais que si j'ai des besoins, si j'ai des questions en rapport avec le sport, sur l'anatomie musculaire, sur les insertions, ce genre de choses, ça va être des premières personnes à lesquelles je vais me tourner parce que je sais que cette personne-là est passionnée par ce domaine. D'accord? Si par exemple, tu veux faire du contenu sur la chasse et pêche, mais que la pêche, c'est pas ton dada, dans ce cas-là, ça va se ressentir et c'est surtout, ça va être la difficulté, en fait, à maintenir ce discours sur la durée. Parce qu'il y a une énorme différence entre publier un contenu, publier une vidéo 2, 3, 4 fois et publier de manière assidue au bout d'un an. C'est une des raisons pour laquelle il y a énormément de créateurs qui abandonnent la première année parce qu'il y a un fantasme sur le métier, une idéalisation qui ne reflète tout simplement pas la réalité. On croit que créer des vidéos, être créateur de contenu, c'est le monde des bisounours, c'est magnifique, on fout rien, on est assis le cul sur le canapé, sauf que la réalité est légèrement différente. C'est un super métier, j'adore ce métier, mais comme tout métier, ça nécessite du travail, de la réflexion et de la discipline. Après, il y a une question bien sûr de mindset. C'est sûr que si tu décides d'abandonner, alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit évolutif, mais tu as des personnes qui auront tendance à baisser les bras assez facilement face à l'échec, et il y a d'autres personnes qui auront plus de facilité dans le rapport à l'échec. C'est-à-dire que là, par exemple, tu publies 2-3 vidéos, ça va pas marcher, tu vas dire ok, c'est que j'ai pas encore trouvé la bonne recette, je crois dans le processus, je vais continuer à m'améliorer. Un état d'esprit qui est différent. Alors, tu n'as pas besoin, comme je t'ai dit, de te nicher dans un domaine pour réussir, mais dans un premier temps, c'est quand même plus facile et quand même plus conseillé. Mais retiens bien ce que les gens achètent avant tout, c'est toi, tes valeurs, tes croyances que tu incarnes. Et tes produits, c'est ta vision, c'est comment tu le fais. Par exemple, ici, moi, tu vois, là, j'ai ma page qui je suis, formateur depuis 2008, voilà, donc on reprécise le contexte. Dans le marketing internet depuis 2003, le SEO depuis 2008, les infoproduits depuis 2013, la création de contenu depuis 2020, création de contenu, monétisation d'audience, formation dispensable de nombreux clients, participation à la conférence SMX à Paris, patati patata. Mais ce qui est intéressant ici, c'est mes valeurs. Tu vois, les valeurs que je cultive, qui me sont chères, loyauté, dignité, authenticité, honneur, dépassement de soi, persévérance à l'état pur, déterminé, persévérant, passionné, état d'esprit combatif et déterminé. Ma devise, je préfère vivre un jour comme un lion que tous les jours comme un mouton. C'est la raison première pourquoi les gens me suivent sur le long terme depuis que je fais ça. Alors certes, au départ, ils m'ont suivi aussi pour les compétences, bien sûr, parce que si j'étais un charlot, ils n'auraient pas suivi, bien sûr, il y a la preuve d'autorité. Mais à la longue, qu'est-ce qui va faire que les gens vont te suivre? C'est parce qu'ils vont se reconnaître en toi, c'est parce qu'ils vont reconnaître ce que tu incarnes, ta vision du monde, ta personnalité, ta manière de penser, ce à quoi tu crois, tout simplement. Ils vont adhérer à ton discours. Et ça, c'est un parti pris. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Parce que si tu cherches à effacer ce qu'on appelle les défauts, bah, tu vas devenir lisse et aussi lisse qu'un caillou. Et ce qui fait qu'au final, tu vas accrocher avec personne, tu n'auras pas de capacité à te différencier. Si tu veux te différencier, il faut être toi-même. Je sais que ça peut être des conseils bateaux, être soi, être vrai, être authentique, mais pour l'avoir réalisé, c'est vrai. Les gens, quand tu montres ce que tu es, quand tu exprimes ta vérité, ce qui va leur plaire, c'est de t'autoriser à être toi et à le dire, à l'exprimer. Parce qu'ils vont se dire, putain, cette personne-là, elle a le courage d'exprimer sa vérité, je me reconnais dans ce qu'elle dit, elle va s'identifier. Alors bien sûr, en faisant ça, il faut accepter que tu vas pas plaire à tout le monde. Là, ça fait partie du jeu, le revers de la médaille. Tu auras forcément des personnes qui vont pas adhérer à ton discours, à ta manière d'être, à ta manière de t'exprimer. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est juste que ces personnes-là ne correspondent pas à ton public cible, à ton audience. Le but, c'est de créer une audience qui te ressemble, donc qui soit à ton image. Comment? En affichant fièrement tes valeurs, tes croyances, ce à quoi tu crois, ta vision. Pourquoi les personnes achètent des produits Apple? Alors bien sûr, il y a les caractéristiques du produit en tant que tel, mais elles adhèrent avant tout à une vision, que ça soit conscient ou inconscient. Elles achètent de l'élégance, elles achètent du raffinement, elles achètent de la simplicité, elles achètent de la fiabilité, etc. etc. Alors pour finir là-dessus, cette stratégie, elle a quand même 3 inconvénients et problèmes majeurs selon moi, d'accord? Parce que le but du jeu, c'est quand même pas de te vendre du rêve, c'est d'avoir une vision réaliste. La première chose, c'est que ça prend du temps avant de récolter les résultats, les premiers résultats. Et c'est logique, il faut compter, alors il n'y a pas de règle établie, plusieurs mois, voire un an minimum, mais n'espère pas obtenir des résultats rapides parce qu'il faut que tu crées un lien de confiance avec ton audience. Et pour créer un lien de confiance, il faut du temps. Alors bien sûr, tu auras toujours des contre-exemples, tu auras toujours des personnes, paf, elles vont publier un truc, ça va cartonner. Sauf que souvent, la plupart du temps, quand tu analyses ces exceptions, c'est ce qu'on appelle les anomalies statistiques, la plupart du temps, tu t'apercevras qu'il n'y a quand même pas trop de hasard, qu'avant d'avoir ce paf, ce truc magique, ben, cette personne-là, elle a publié, elle a créé 10 chaînes YouTube, elle a créé 300 vidéos avant par le passé, elle a compris enfin ce qui marchait, et dans ce cas-là, elle a créé une nouvelle chaîne, sauf que toi, tu vas encore une fois focaliser sur le résultat, sa chaîne qui va cartonner. Voilà, mais c'est tout le passif avant. Mais c'est logique. Avant
d'avoir épousé ta femme, de l'avoir demandé en mariage, d'avoir rencontré ta partenaire, de lui faire confiance, je pense pas que tu aies fait ta demande en mariage au bout de 3 semaines. Tu as d'abord passé un certain temps avec cette personne, voir si tu étais sur la même longueur d'onde ou pas, voir si tu pouvais lui faire confiance, voir si tu étais une personne fiable. Moi, personnellement, j'accorde pas ma confiance comme ça, je suis très exigeant dans les relations. Et donc, forcément, au bout d'un moment, après, tu te dis, ok, fais confiance, et c'est comme ça, c'est exactement comment ça se passe dans l'audience. Donc ça, il faut accepter que c'est une stratégie sur le long terme. Si tu as besoin de manger, de payer des factures et que tu as des bouches à nourrir, il faut accepter le fait que si tu te lances là-dedans, tu vas pas forcément avoir des revenus dès les premiers mois. Donc dans ce cas-là, si tu veux garder une certaine sécurité, dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille, c'est de garder ton taf, ton job, ton travail actuel. C'est notamment ce qu'a fait une amie, elle est toujours d'ailleurs, chauffeuse de bus à Tisséo, elle travaille à temps plein, elle est passée, elle a négocié à mi-temps, ce qui se fait généralement beaucoup, ce qui marche très bien. Après, à toi de voir tes capacités de négociation, mais c'est de négocier à mi-temps au prix d'un 3/4 temps. Dans ce cas-là, voilà, 3/4 temps, c'est pas dégueu au niveau du salaire. Tu as quoi? Tu as 70-75% de ton salaire. Tu as une stabilité vu que tu as toujours ton revenu récurrent qui tombe. Mi-temps, ça te dégage suffisamment de temps justement pour te consacrer à ce projet-là et ça te permet de faire la transition de manière plus sereine. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tu n'as aucune garantie. Alors ça, effectivement, c'est beaucoup moins vendeur, mais bon, vu que moi je suis pas un vendeur de rêve, je suis là pour te dire la vérité. Tu n'as aucune garantie, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que tu peux très bien travailler comme un enculé et obtenir aucun résultat si tu ne t'adresses pas à la bonne audience. Tu peux très bien faire de la merde pendant 5 ans, à l'arrivée, tu feras de la merde même si tu travailles comme un acharné. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu ne sais pas où aller, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Donc il faut être sûr, si tu veux vendre des produits, si tu veux monétiser ton trafic, il faut être sûr que ton audience, elle a un problème douloureux, qu'elle a envie de le résoudre, qu'elle souffre de ce problème et que ton produit réponde à ce problème, qu'il apparaisse comme la solution idéale. Et ça demande de la stratégie. Pour cette raison, je propose des séances de coaching pour accompagner les entrepreneurs qui sont motivés, qui ont vraiment les moyens de leurs ambitions. Le but, c'est quoi? C'est définir un cadre, vérifier la viabilité de leur projet, voir si c'est des attentes, des objectifs réalistes ou pas, et ensuite mettre un plan d'action adapté à leurs besoins. Un exemple qui me vient à l'époque où je travaillais en agence dans le SEO, alors je ne vais pas le citer pour des raisons de confidentialité, mais on avait un acteur qui était venu nous voir, qui avait des objectifs ambitieux. À l'époque, il voulait s'attaquer à se loger dans l'immobilier. Il voulait en gros devenir numéro 1 dans l'immobilier, donc être en première position sur des requêtes comme immobilier, etc. Agence immobilière, ce genre de choses. Je te parle de ça, on devait être dans les années 2010, ça remonte, il y a une dizaine d'années. Le problème, c'est qu'il avait des objectifs qui étaient complètement irréalistes. Pourquoi? Il avait des objectifs très ambitieux, s'attaquer à se loger leader déjà à l'époque dans l'immobilier. Par contre, il ne se rendait pas du tout compte des moyens engagés pour atteindre cet objectif. Parce qu'avoir des objectifs et des rêves, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut les moyens humains et financiers pour les atteindre. Il faut une stratégie réaliste. Et là, ce qui se passait, c'est que je sais plus, je crois son budget, il avait peut-être, j'en sais rien, moi, 10 000 balles max ou même pas. Enfin, c'était un budget qui était assez dérisoire. Alors, quand je dis dérisoire, c'est pas le montant en soi, parce que 10 000 balles, on est d'accord, c'est pas dégueu. Sauf que le problème, c'est que pour s'attaquer à se loger, être pionnier dans l'immobilier, être leader là-dessus, on connaissait ce qui se passait de l'autre côté. Et pour te donner une idée, si tu n'étais pas prêt à mettre 100 000 balles sur la table, c'était même pas la peine. On n'a même pas été plus loin, on n'a pas étudié le devis. Alors, toi, peut-être que si tu travailles pas dans le domaine du web, ça va pas te parler. Tu vas dire, mais 100 000 balles, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais dans le web, ça fonctionne comme ça, il y a des enjeux aussi. On savait les moyens qu'il y avait derrière. Il y avait déjà à l'époque une équipe d'une dizaine de référenceurs. Il y avait donc des moyens humains et financiers. Donc il est évident que toi, si tu arrives en tant que petit artisan avec des moyens 10 fois inférieurs, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Moi, j'ai réussi à relever ce challenge avec un de mes clients dans la thématique santé qui avait un budget 10 fois inférieur. Il avait un budget de 10 000 balles par mois. On a pu outranker, dépasser une entreprise cotée en bourse, alors que lui, c'était une PME, qui avait un budget 10 fois supérieur, 100 000 balles, et qui a été accompagné par un référenceur connu dans le milieu, on va dire. Voilà. Donc c'est possible, mais c'est compliqué. Ok. Mais là, en l'occurrence, pour cet exemple de l'immobilier, c'était irréaliste. La troisième chose, comme je t'ai dit, tu dois publier régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, pour créer un rendez-vous avec le public. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à ça. Parce que créer du contenu, ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. Si tu crées des vidéos, ça demande de montrer ta gueule. Tout le monde n'est pas prêt à ça parce que toujours pareil, ce côté, l'image de soi, le regard de l'autre, le jugement, etc., etc. Et c'est là où c'est la différence. Ce que je conseille dans la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, le meilleur business en ligne à lancer en 2024, cette idée rapporte 400 milliards par an, où j'explique donc les 2 stratégies de monétisation et les 2 meilleurs leviers d'acquisition, c'est de mettre en place tout simplement une stratégie SEO avec l'édition de site. Alors, ça va peut-être pas te parler. Je suis conscient que l'édition de site, c'est pas fait pour tout le monde. Ça demande d'être un minimum à l'aise avec la technique, surtout avec le SEO. Mais bon, aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir une connaissance aussi pointue qu'avant, c'est quand même beaucoup moins opaque. Ça reste avant tout de la stratégie. Alors bien sûr, si tu as des connaissances, des compétences techniques, forcément, tu as un avantage concurrentiel. Mais
aujourd'hui, ça reste moins important. Le plus important, ça a toujours été le cas, ça reste le cas et ça restera le cas, ça reste la stratégie. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, hein, le marketing, dans le business, etc. Mais la différence, c'est que par exemple, si tu te lances dans l'édition de site et le SEO, donc si tu sais pas ce que c'est, en gros, tu crées des sites internet, tu les positionnes sur Google sur des mots-clés, par exemple, comme là, je t'ai fait voir, et chaîne YouTube, et bien là, tu vas te positionner sur des mots-clés nichés comme meilleur extracteur de jus, par exemple. La personne, elle clique, elle arrive sur ton site, sur ta page, tu fais de l'affiliation, c'est-à-dire que tu es commissionné en faisant la promotion d'un tiers, des produits d'une entreprise tierce qui va te commissionner moyennant rétrocession. Donc par exemple, tu vas mettre en avant, comme là par exemple, tu fais l'affiliation avec Amazon, tu vas mettre en avant des extracteurs de jus qui sont commercialisés par la marketplace Amazon. La personne qui va passer par ton site, elle va cliquer sur le lien, elle va arriver sur la marketplace Amazon avec ce qu'on appelle un jeton de session, enfin un lien, un tracking, enfin un IDTV, comment dire. Il va avoir un paramètre en gros, elle va se rappeler de toi. Amazon va savoir que la personne qui a commandé cet extracteur de jus, c'est en passant par ton site. Et donc, tu vas toucher une commission. L'avantage de cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin de monter ta tronche et tu peux scaler plus facilement. Si tu n'es pas passionné par le domaine, par la niche, comme là l'exemple de la chasse et pêche, tu peux te permettre de faire ce business model édition de site SEO. C'est-à-dire qu'il suffit, entre guillemets, de te renseigner sur le domaine qui t'intéresse, sur lequel tu veux faire l'affiliation, tu veux créer des infoproduits, peu importe. Tu vas te renseigner sur ce domaine. Tu vas pouvoir créer, admettons, soit faire l'affiliation, donc mettre en avant des produits tierces, donc dans le domaine chasse et pêche, ou alors créer tes propres infoproduits, etc., etc. Et passer à une autre niche, caler, etc., etc. Par contre, quand tu es créateur de contenu, donc tu publies régulièrement des vidéos et que tu montes notamment ta tête, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus contraignant dans le sens où ça demande d'être beaucoup plus engageant, ça demande plus d'engagement de ta part, d'accord. Si t'es pas passionné ou un minimum intéressé par la thématique, ça risque d'être plus compliqué d'en parler dans le temps, d'accord. Alors que là, avec l'approche édition de site, comme la chasse et pêche, même si ça te parle pas, tu le fais pour l'objectif business, tu scales, tu passes à une autre niche, etc., suivant un cycle itératif, d'accord. Alors effectivement, il n'y a pas besoin d'être passionné pour réussir dans le business, il n'y a qu'à voir les milliardaires, généralement ils sont assez froids au niveau émotionnel. L'émotionnel et le business, c'est pas forcément corrélé, voire pas du tout. Par contre, dans certains cas précis, comme là le cas de la création de contenu, ce qu'on pourrait appeler du personal branding, en gros tu capitalises sur ton propre nom de marque, c'est quand même fortement recommandé, ou en tout cas ça aide. Alors j'en ai fini pour cette vidéo. Par contre, j'aimerais bien te poser maintenant une question. Plutôt, j'aimerais bien que toi, tu me poses une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'avancer? Quel est le problème numéro 1 que tu rencontres? Pourquoi? Au moment où tu regardes cette vidéo, tu as sûrement tout un tas de questions qui te traversent l'esprit et la tête, en rapport sûrement avec le SEO, le business en ligne, l'audience, les placements financiers, l'indépendance financière, comment être libre indépendant. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'enregistrer ta question en vidéo. C'est-à-dire concrètement, tu t'enregistres. Là, tu prends par exemple ton téléphone, tu me poses ta question en vidéo. Salut Seb, ma question c'est ça. Voilà, ta question du moment. Si tu en as plusieurs, à toi d'essayer de faire le tri pour sélectionner quelle est la plus importante selon toi. Et moi, ce que je te propose, c'est d'y répondre dans une vidéo. Faire ce format question-réponse, j'aimerais beaucoup justement parce que le but pour moi, c'est de répondre vraiment aux problématiques que tu rencontres. Alors, je privilégie le format vidéo parce que c'est quand même plus sympa pour établir un contact humain. Après, je peux concevoir que voilà, t'es pas forcément à l'aise avec la vidéo. Donc, si t'es pas à l'aise avec la vidéo, on peut mettre des choses en place. Je peux par exemple, si tu veux flouter ton visage, je peux même pourquoi pas modifier la voix. Pourquoi pas éventuellement faire les deux. Ou alors, si t'es vraiment pas à l'aise avec la vidéo, bah, dans ce cas-là, tu peux, si tu veux, me laisser uniquement une note vocale, enregistrer un fichier audio. Mais c'est déjà toujours plus sympa qu'une simple question. Voilà. J'espère que tu vas jouer le jeu. Je t'invite à le faire dès maintenant. N'hésite pas également à me faire part en commentaire, me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Si tu as des remarques à faire, moi je suis preneur. Laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça me fera plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Rejoins ma newsletter en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras recevoir ainsi directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils. Tu auras également accès à mon canal Telegram privé. Dans les prochains mails que tu vas recevoir, tout en dessous, donc là tu vois ma tête et après les liens, mes ressources, les formations, la chaîne YouTube et le canal Telegram. Il suffit de cliquer sur le lien et comme ça tu pourras rejoindre désormais le canal Telegram privé. Qu'est-ce que je partage dans ce canal Telegram? C'est quoi le but de ce canal? Je partage tout simplement le quotidien d'un entrepreneur. Tout ce qui me passe par la tête, en fait, c'est un journal, un tableau de bord dans lequel j'essaie de publier régulièrement, sous forme la plupart du temps de notes vocales, des idées, des anecdotes, des problèmes également que je rencontre en tant qu'entrepreneur, parce que le but c'est de te partager une vision réaliste, parce qu'un entrepreneur doit faire face à des défis, des échecs, c'est pas un monde tout beau tout rose. Je partage des conseils qui permettent de t'aider, de donner les clés pour être libre, indépendant, pour construire un business rentable avec psychologie et stratégie, pour avoir les clés pour réussir, que ça soit dans le SEO, le business en ligne, la monétisation d'audience, peu importe les outils, que ça soit dans mes placements, mes investissements, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la liberté, à l'indépendance financière en général. En gros, j'y dévoile tout simplement les coulisses de mon business. Donc si ça t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire, tu rejoins la newsletter, dans le lien en description juste en dessous et comme ça, tu as accès à ce canal Telegram qui, j'en suis sûr, t'apportera des clés pour faciliter ta réussite vers le chemin de la liberté, du succès et de l'indépendance. Attends, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.